matin, c'est un peu le prolongement des histoires de traduction et des histoires de régime de la preuve, de mode d'administration de la preuve. En faisant le test, d'essayer d'appliquer, et c'est bien sorti dans la question à la fin de l'exposé, d'essayer d'appliquer ces cadres d'analyse à des connaissances qui sont autres que des connaissances scientifiques, en faisant l'hypothèse que ça marche. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais l'hypothèse que ça marche. Le postulat de départ, c'était... Le postulat de départ, c'était, alors rappelez-vous, dans le point de départ de cette sociologie des pratiques scientifiques, de l'activité scientifique de laboratoire, c'était finalement que les sciences, telles qu'elles se font, seraient une activité qui ne sera pas moins sociale que les autres. La connaissance est en fait de pratiques concrètes, d'interagir avec du matériel, des choses comme ça, de bricolage, bref, comme n'importe quelle autre activité. La science, c'est l'activité sociale comme une autre. Et donc, on part de l'idée que si c'est aussi social qu'une autre, les concepts qui servent à la décrire, a priori, doivent pouvoir servir à décrire d'autres scènes de la réalité sociale, d'autres scènes de production des connaissances. A priori, au moins, on fait cette hypothèse-là. Je la fais ici. Ça doit marcher pour des connaissances non scientifiques. Alors ici, le test qu'on va faire, c'est d'essayer d'appliquer ça à des groupes d'agriculteurs, pas n'importe quel groupe d'agriculteurs, en particulier des groupes d'innovateurs, ceux qu'on a tendance à considérer, vous savez, dans les techniques un peu innovantes, les techniques marginales, ceux qui sont les pionniers, ceux qui sont le plus en avant, ceux qui sont un peu les têtes brûlées, qui testent plein de choses, et qui sont vraiment, et qui se qualifient eux-mêmes souvent, vous avez dû entendre ça souvent sur le terrain, d'agriculteurs-chercheurs. Prenons-les au sérieux, ces agriculteurs-chercheurs, et essayons d'appliquer des cas d'analyse pour voir si ça marche. Je fais ici référence à une notion en particulier qui est assez intéressante et qui les discussions qu'on a eues dans les différents ateliers que j'ai pu entendre sur certains posters, la notion d'explorateur. En particulier la notion de régime d'exploration qu'a proposé Nicolas Aurel dans la lignée des travaux de Laurent Thévenot sur les régimes d'action. Alors je ne le fais pas en détail parce que c'est compliqué, mais en gros cette idée d'explorateur, de régime d'exploration, c'est que ce qui caractériserait le mode d'action de ces explorateurs, de ces gens qui sont engagés dans des logiques d'exploration, c'est qu'en gros, l'objectif n'est pas de stabiliser des connaissances, l'objectif n'est pas de stabiliser des routines. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est l'aventure. C'est de rompre des routines, c'est de tester plein de choses nouvelles, c'est d'être tout le temps dans une logique de réinvention et jamais de se fixer objectif, je veux un nouvel itinéraire technique qui tourne bien. Les gens, ce qui les intéresse, alors ici, je vais le montrer, on va s'intéresser à la communauté des agriculteurs qui faisaient du semi-direct en France autour des début des années 2010. Ce qui les intéresse, les gars, c'est de tester des couverts végétaux, de faire des choses interdites par la réglementation, c'est-à-dire d'envoyer de l'azote sur les couverts en hiver, c'est-à-dire des mecs qui testent tout, quoi. Des mecs qui sont vraiment pour le coup dans l'aventure, dans cette histoire d'exploration. Alors, l'histoire d'exploration, finalement, l'idée ici, c'est de regarder aussi ce que sont ces récits d'explorateurs. C'est quoi un récit d'explorateur et quelles connaissances y relaient? Encore une fois, essayons de regarder ces récits d'explorateurs comme celui qui rentre de voyage, et qui est sur le point de repartir en voyage, comment on peut essayer d'analyser et de le qualifier. Alors, le groupe plus particulièrement que j'ai suivi ici, c'est je regardais les communautés d'utilisateurs d'une marque de semoir direct. La marque, c'est Meato, c'est une marque qui est ici, c'est une marque brésilienne, qui présentait la particularité d'être distribuée en France par un seul gars, en fait, qui était lui-même agriculteur, qui était un agriculteur vendeur, et qui, dans son activité commerciale, animait, fédérait des réseaux d'utilisateurs. Il faisait une ou deux rencontres par an dans différents points de France, où il invitait tous ses utilisateurs, tous, donc vraiment dans des logiques. On était dans la portion infime, dans tout ce qui est le pratique de simplification du travail du sol. Ceux qui étaient les plus avancés, qui ne faisaient aucun travail du sol, qui étaient dans ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, qui faisaient des couverts végétaux, qui essayaient de tester des nouvelles rotations. Bref, vraiment sur la frange la plus innovante. Donc ce que je faisais, c'était que j'allais dans ces journées d'agriculteurs. Lui, il était là le matin, en fait. Avant l'organisation de ces journées, il faisait une consultation de tous ses clients. Il faisait un relevé de l'ensemble des thèmes techniques qu'il voulait traiter pendant cette journée. Et puis, il en choisissait quelques-uns où il proposait, il savait qu'eux, ils avaient testé des choses particulièrement intéressantes et il leur proposait de raconter ce qu'ils avaient testé chez eux, cette expérience, et de la présenter au public.
Donc je participais à ces journées et donc j'observais. Et j'enregistrais, et donc après je travaillais sur les discours et ces récits d'expérience, ce que ces gens racontaient. Donc alors parfois il y avait des petits moments au champ, ça se passait, certaines journées se passaient chez les agriculteurs, et le plus souvent, ces journées elles se passaient dans le confinement le plus total, dans des salles des fêtes de village. Donc ça se passait le plus souvent. Ils réservaient, c'était en général dans le même village tous les ans, donc on réservait la salle des fêtes du village. Ça c'est la vue de l'intérieur. Ça commençait le matin, exposé, on mangeait le midi, moment convivial. Et puis donc on passait à ces moments précis. Alors pourquoi c'est intéressant cette histoire? Parce qu'on se pose vraiment des questions très proches des questions qui étaient posées ce matin sur comment on arrivait à monter dans des logiques de montée en généricité pour sortir d'une connaissance locale et la rendre plus générique, de retour vers le grand monde. Et ici plus particulièrement parce qu'on parle de deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que quand on évoque cette pratique aujourd'hui qu'on appelle la production agroécologique, on évoque le plus souvent le fait que les connaissances seraient plus localisées. On artificie moins, on artificialise moins les milieux, donc on serait plus sur des connaissances locales. Et en même temps, on entend très souvent le discours que dans le développement de ces techniques, on a de plus en plus besoin de groupes. C'est le renouveau des groupes, des réseaux, d'animer des groupes innovateurs comme ça, à tel point que ça en devient même un instrument de politique publique. Aujourd'hui, on essaie justement de structurer, de fournir des appuis financiers à des groupes pour qu'ils testent des solutions innovantes et encourager ces gens-là. Et le deuxième paradoxe dans cette histoire, c'est qu'on s'intéresse à des explorateurs. Je vous l'ai dit, des explorateurs qui n'ont pas l'objectif en tant que tel de stabiliser, qui sont là pour se faire plaisir, qui sont là pour chercher, qui prennent des risques, et qui ne sont pas guidés par cette logique de montée en généricité. Or, le but de ces journées, c'est quand même d'échanger, c'est quand même de partager pour mettre en partage des expériences et faire sauter certains leviers techniques. Donc la question, c'est comment on partage ça dans l'expérience locale, comment on partage ça dans des collectifs, ces connaissances a priori si locales. Et puis la même question que ce matin, quel gage de vraisemblance, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à partager, qu'est-ce qui fait que ce qu'on a fait dans un endroit très localisé, on le rend accessible à quelqu'un qui n'était pas présent dans cet endroit, qui ne connaît pas cet endroit et qui n'était pas là au moment de l'expérience. Donc en travaillant tous, comme je vous l'ai dit, sur les récits et en reprenant un petit peu les éléments théoriques de ce matin. Alors le premier élément, c'est celui de la traduction 1, confinement. Alors, bon, je vous ai fait le coup de la salle des fêtes et confinement. On se tient tous ensemble dans un endroit, un jour donné, où on est entre nous et on n'en sort pas. Forme de réduction du macrocosme en microcosme, rassemblement d'un lieu donné, et ensuite, on sélectionne bien les gens qui sont présents. On ne se rassemble pas n'importe qui. Je vous le dis, dans cette grande palette de techniques culturelles simplifiées où on va travailler en surface et compagnie, on rassemble uniquement ceux qui sont vraiment sur la partie la plus avancée, qui ne font aucun travail du sol. Ici, on n'a pas de technique culturelle simplifiée. Autre élément, j'avais pointé ce matin l'importance des instruments. Ici, on n'a que des utilisateurs d'une même marque. On réduit cette variabilité des facteurs possibles. Ici, on réduit cet élément-là où on a tous le même matériel. On utilise tous le même instrument, puisqu'on est tous convoqués à cette journée, parce qu'on est tous utilisateurs de la même marque. Bref, ici, le but du jeu, c'est de se retrouver entre soi pour essayer d'éliminer un maximum de signaux parasites, que serait la diversité des pratiques, que serait la diversité des matériaux utilisés. Bon, a priori, jusque-là, ça marche. Ensuite, le type de récit, le type d'administration de la preuve qui est fourni dans les récits. Alors, je vous disais, j'enregistrais, et puis je retranscrivais les trucs, et je regardais plus précisément ce qui était fait dans la façon dont un tel qui venait du Lot-et-Garonne ou un tel qui venait de Touraine racontait ce qu'il avait fait chez lui. Alors, très souvent, ces récits-là, ça partait c'est assez intéressant parce qu'il y avait vraiment tout le temps la même structure de discours. C'était, on expose d'abord le résultat qu'on a obtenu, et après on détaille. On expose matériel et méthode, et on revient sur le résultat. Alors ici, je vais vous donner un cas. Le cas on commence à s'interroger un des sujets techniques qui est lancé par l'agriculteur vendeur, c'est est-ce que les étris marchent? Alors les étris, c'est des roues qui sont placées à l'avant du semoir, en particulier quand on sème dans des couverts morts, qui permettent de dégager un petit peu la ligne de semis, des roues crantées comme ça, qui permettent de dégager la ligne de semis un petit peu pour avoir une meilleure pénétration du disque du semoir direct et avoir un enfouissage de la graine assez efficace dans la terre. Donc la question c'est, est-ce que ces roues, est-ce que ces étris, elles marchent bien?
Alors donc, il y a un cher monsieur qui va nous raconter que la conclusion, c'est que les écrits marchent bien. Comment il arrive à cette conclusion et comment il expose son expérience. Alors j'ai essayé de mettre ici en rouge les points les plus importants, et puis il y en a un bleu qui est aussi intéressant. En rouge, il va apporter vraiment tous les éléments contextuels, il va donner tout un tas de détails assez précis sur ce qu'il a fait. Que, a priori, qui sont des points d'appui que les gens vont comprendre et qu'on va partager. Par exemple, précédent ange d'hiver, en général, ces gens qui font des rotations comme ça comporte tout un tas de sous-entendus de ce que c'est d'avoir un ange d'hiver avant. Il le décrit, il a pas mal de feuilles, il donne un élément plus précis, la variété abondance. Le bleu ici particulièrement important, ça renvoie à ce que j'évoquais ce matin sur le contrôle par les pairs. On est sur la frange des gens qui ne font que du semi-direct, et la norme absolue, c'est qu'il ne faut absolument pas laisser le sol nu, il faut implanter des couverts, et il ne faut surtout pas exporter les résidus de récolte. Ici, on explique bien sûr, on n'a pas touché à la paille. Je respecte la règle, je respecte le protocole, je l'ai fait propre. Ce que je vous dis, c'est recevable. J'ai bien partagé, j'ai bien respecté la règle à suivre. Alors ensuite, il continue. Il explique qu'il a des sols argilo-calcaires, il explique la climatologie de juillet cette année-là, il explique ensuite qu'il a des levées de renouée, bref, il donne tout un tas d'éléments, il liste, il fait vraiment une liste, vous voyez, c'est des phrases assez sommaires comme ça, pour arriver à la fin, les écrire, elles marchent très bien en fait. J'ai fait, il se passe. Le mode de récit ce matin. Et puis l'élément que je vous ai pointé, le contrôle par les pairs. Alors un autre élément aussi très important, pour revenir, pour le coup, qui était le régime de la curiosité de ce matin, qui est le fait de mobiliser les témoins, en particulier les grands témoins. Alors ici, c'est un autre qui lui, il avait fait une association de tournesol et de luzerne, culture associée dans une parcelle. Ici, le plus important, c'est le grand témoin, c'est Frédéric Thomas était venu à la maison. Alors qui est Frédéric Thomas? Frédéric Thomas, c'est le super-héros du semi-direct en France. C'est le grand pionnier, c'est celui qui est le président de la principale association, c'est celui qui est le rédacteur en chef de la revue technique spécialisée. Bref, j'ai fait mon expérience devant Louis XIV, Louis XIV a vu, et donc je peux vous dire que ça marche. Frédéric Thomas, il est venu à la maison, il a vu tout ça. Ensuite, le bleu est intéressant, le tournesol était de ma taille, voilà, ici l'instrument c'est moi, hein, vous êtes là, vous voyez, ça m'arrive à la taille, et puis surtout c'est surprenant, il m'arrivait plus haut que le genou. C'est surprenant, on est vraiment sur un fait original, un fait surprenant, un fait assez rare. Ici, on est sur le régime de la curiosité. Donc, sur quoi repose ici la preuve? Des grands témoins, des gens de valeur, comme on le voyait ce matin, et donc on est sur cette question de régime de la curiosité. Ensuite, sur la question de mobiliser les témoins. Il y a d'autres formes de témoins qui sont mobilisés pour arriver à transmettre, et partager l'expérience. Alors, un autre exemple. En rendement maïs puis blé, il y a des effets annés, mais disons par rapport aux collègues qui sont. Alors là, j'ai encore un collègue en labour à côté de chez moi. Il n'y a pas photo. Le témoin, le voisin. Ici, vraiment, vous avez le témoin expérimental qui est de l'autre côté de la route et de l'autre côté du fossé. Vous avez le fameux voisin laboureur qui a le même climat, la même parcelle qui est juste à côté. Alors, on voit bien la différence. Chez lui, il n'y a pas photo. Donc le voisin, le témoin expérimental. Ensuite, le voisin m'a dit. Moi qui vous le dis, c'est le voisin qui m'a dit. Je ne sais pas ce que tu as mis sur ton colza, mais la floraison elle est superbe. Et mes voisins me font l'observation, c'est incroyable, des sols qui sont foncés. Bien entendu, ils sont pleins de matière organique, bravo, c'est bon ce qui dirait, puisque tu as maintenu une couverture végétale permanente. Donc ici, un témoin qui est mis en scène, c'est pas simplement j'ai fait, j'ai vu, ou alors j'ai fait et que c'est passé, c'est j'ai fait, on m'a dit. Alors, une variante par rapport à ce matin, mais vous voyez qu'on retrouve un petit peu tout le temps cette logique. Et puis aussi, on mobilise des instruments. Alors effectivement, on n'est pas dans l'équipement du laboratoire et compagnie, mais on peut retrouver un petit peu des éléments comme ça. Ça permet de déconstruire un petit peu le discours. Alors on est passé avec le technicien. Alors le technicien, là, je ne sais plus ce que c'est le technicien de la COP, je ne sais pas. Témoin, le technicien, c'est pas n'importe qui, c'est le technicien. Avec le pénétromètre. Alors, le pénétromètre, c'est un instrument qui permet de tester la profondeur, pas de la profondeur, s'il y a une semelle de labour en gros. Puisque, a priori, si vous ne labourez plus, un des objectifs, c'est d'avoir une meilleure structure du sol et de ne plus avoir de semelle de labour. Donc, avec le pénétromètre, on l'a fait dans le champ voisin, notre fameux témoin, et puis on arrivait à 25 cm, on arrivait à la semelle de labour, alors que chez moi, dans mes luzernes, ben, super, chez moi, ça marchait très bien. Donc, vous voyez, ici, on combine différents ressources, le témoin, le technicien,
l'instrument et puis notre champ de voisin. Bref, pour finir, rapidement, c'était histoire de vous montrer un petit peu que ça marche. Bref, on peut se servir de ces éléments-là sur des connaissances qui n'ont rien à voir avec des connaissances scientifiques, mais on peut puiser tout un tas d'éléments pour arriver à résoudre cette contradiction de départ, finalement, qu'on retrouve tout le temps, enfin qu'on retrouve très couramment, comme je disais en introduction, sur cette histoire d'agroécologie, tout est plus local, mais en même temps, il y aurait plus besoin de le partager, quoi. Comment on peut essayer de décrypter ça? Ben justement, en regardant dans le récit ce qui est mis en avant, sur quoi on s'appuie pour mettre en récit. Alors ça marche, mais enfin un petit peu, évidemment, il n'y a pas tout, il n'y a pas l'inscription comme le chercheur qui travaillait que sur des inscriptions, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette spécificité qui était celle du chercheur, qui était dans la traduction 2, il n'y a pas le retour vers le grand nombre, c'est pas aussi tranché évidemment, mais bon, on peut s'en servir un petit peu, en tout cas c'est une ressource. Ce qui amène à penser finalement, à envisager de façon symétrique des connaissances scientifiques et non scientifiques. En fait, toutes les connaissances sont à l'origine singulières et locales, comme quand on travaille au laboratoire, c'est au même titre que chez les agriculteurs. Et même si on est chez les explorateurs, chez des gens qui, a priori, ne cherchent pas forcément à définir des routines, dès lors qu'ils en viennent à discuter entre eux, passent par des logiques de montée en généralité, de montée en régularité, quand bien même on aurait des connaissances très locales dès lors qu'on arrête d'artificialiser les milieux. On passe tout le temps par des logiques de mise en partage et donc on s'appuie sur des ressources pour permettre une montée en généralité. Et puis finalement, la question d'ouverture derrière ça, c'est peut-être une des connaissances fondamentales entre connaissances, une des différences fondamentales entre connaissances scientifiques et non scientifiques, c'est peut-être la façon dont elles ont été étudiées. Peut-être qu'il y a eu des conceptualisations qui ont été différentes, mais qu'à la base, elles obéissent peut-être toutes à la même logique. Ça passe peut-être par certains procédés, dès lors qu'on cherche à les partager, dès lors qu'on cherche à dépasser une activité très située, a priori, elles fonctionnent toutes selon les mêmes procédés. Voilà, j'ai terminé. Et ici, juste deux suggestions de lecture. Le premier, c'est par rapport à ce régime d'exploration. Et puis le deuxième, c'est un papier à moi où je décris plus finement cette histoire du groupe, ce que je viens de raconter.